Bonjour. Au nom du directeur général de l'IAE Lyon, Jérôme Rive, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 11e conférence du cycle Philosophie et Management, co-organisée avec le magazine Acteurs de l'économie La Tribune. Très bonne conférence, je laisse la parole à nos invités. Merci Catherine. J'ai relevé une phrase de Gaulle que je vous livre. La véritable école du commandement est la culture générale. Au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter notre Alexandre, rapidement. Il sera à ma droite, Christian Barki, donc il sera notre entrepreneur. Et comme Aristote, nous aurons François-Xavier, bel ami, philosophe, entre autres. Alors, Christian Barki va nous retracer un parcours qui l'a mené du collectif à la solitude, mais pas seulement. Là, c'est pour aller un petit peu vite. Vous avez été directeur général d'un des plus gros groupes agroalimentaires mondiaux, hein, c'est Bonduelle. Et puis, vous quittez, après avoir eu des responsabilités importantes, vous quittez un jour aussi Florette pour vous lancer dans l'aventure de la création d'entreprises. Ça marche bien. Vous aviez, je pense, été à bonne école chez Bonduelle. Vous créez cette entreprise et puis vous la revendez, et vous la revendez bien. Vous êtes aussi donc bon négociateur. Vous avez bien valorisé votre création. Et depuis, vous avez investi dans une quinzaine de sociétés. Et puis, on est entrepreneur, on ne se refait pas. Hein. Vous avez de nouveau envie de réentreprendre. Et donc, vous êtes en recherche actuellement d'une entreprise à racheter. Et alors, un élément intéressant, c'est que vous m'avez dit que même si vous reprenez les commandes de cette entreprise, vous aimeriez n'y travailler qu'à mi-temps pour pouvoir conserver du temps à la réflexion et à l'action. Donc, engagé dans l'action, dans l'entreprise, mais du temps pour vous, puis peut-être aussi du temps pour nous, comme aujourd'hui, pour partager votre expérience. Alors, du temps pour la réflexion, du temps pour l'action. C'est aussi votre cas, François-Xavier. Moi, j'ai retenu une sorte de présentation qui m'a interpellé. Dans la revue Source, Isabelle de Châtellus vous décrit comme chercheur de vérité entre politique et philosophie. Parce qu'effectivement, vous êtes engagé politiquement, vous êtes adjoint au maire de Versailles, et vous êtes en charge notamment de l'insertion et de l'emploi. Et puis vous avez tenté l'aventure des législatives sous l'étiquette des Républicains, alors que vous n'étiez pas dans le parti des Républicains. Bon, il s'en est fallu d'un cheveu. La vague LREM l'a emporté sur son passage. Voilà. Mais vous gardez effectivement le pied dans cet univers politique. Et puis vous êtes effectivement philosophe, vous avez enseigné. Alors vous intervenez dans de nombreuses émissions, vous étiez récemment sur France Culture, hier vous animez un débat, vous témoignez une conférence à Rennes sur un de vos livres qui s'appelle « Les déshérités ou l'urgence de transmettre ». Je crois que la transmission d'ailleurs est un des thèmes forts qui vous anime. Vous êtes l'auteur aussi des plus beaux discours à la jeunesse et de « Éduquer avec Rousseau ». Donc voilà, un homme de réflexion mais qui a le pied dans l'action politique, et ô combien. Un homme d'entreprise mais qui veut se garder du temps pour réfléchir. Alors pour illustrer notre débat sur la liberté d'entreprendre, mais aussi la solitude avec ses bons et ses mauvais côtés, dites-nous pourquoi et à quel moment vous est venu, après des années passées à la direction d'un grand groupe, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez dit « Mon chemin vers autre chose, j'ai besoin d'exercer mon jeu, de me lancer dans l'aventure, on va dire individuelle, même si on verra plus tard qu'elle était collective. » Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous dites « C'est plus pour moi cette histoire-là, mon histoire elle est ailleurs ». En fait, c'est un concours de circonstances et c'est un problème d'homme, au sens homo sapiens du terme. Hein. Quand j'utilise homme, c'est femme et homme. En fait, je me suis fait virer de chez Bonduelle. J'avais 40 ans. Donc, c'est un concours de circonstances. En fait, je n'ai pas choisi. Je me suis fait virer. Alors, en fait, si je me suis fait virer, ce n'est pas complètement étranger à la notion d'entrepreneur, puisque je n'étais plus aligné avec la stratégie, avec la direction générale du groupe. Et à ce moment-là, à 40 ans, je me suis posé la question. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Mes parents sont artisans, tapissiers, décorateurs de métier. Ils sont donc entrepreneurs dans l'âme depuis toujours et ils ont toujours fait de ma fenêtre à moi ce qu'ils voulaient dans la vie. Et je me suis dit, finalement, j'ai peut-être un peu de gène entrepreneur, moi aussi, d'entrepreneur. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, allez, ça vaut le coup, prends ta chance. Sauf que
à l'époque, j'ai fait quelque chose que je ne pourrais peut-être pas refaire aujourd'hui. À l'époque, pour entreprendre dans une entreprise industrielle, ce que j'ai fait, puisque j'ai créé une entreprise de salade en sachet, il fallait mettre 5 millions d'euros sur la table. Mais à l'époque, pour mettre 5 millions d'euros sur la table, 1 million de fonds propres suffisait pour pouvoir lever 4 millions de dettes bancaires. Aujourd'hui, pour mettre 5 millions sur la table, il faudra mettre 2,5 millions de fonds propres pour lever, avec un peu d'espoir, 2,5 millions de dettes bancaires. Donc les choses ont pas mal changé. Mais à l'époque, 1 million, c'était 500 000 de ma poche. À 40 ans, j'avais certes une belle rémunération, mais j'ai quand même cassé la tirelire, j'ai vendu la maison et je me suis mis en location. Et puis j'avais surtout une femme extraordinaire à qui j'ai posé la question. Je me jette à l'eau, on va mettre les économies sur la table, mais les banquiers, sur les 4 millions qui vont me prêter, me demandent d'être caution personnelle à hauteur de 2 millions d'euros. Autant dire que même, allez, avec 100 000 euros de salaire par an, ce qui est beaucoup, il fallait 20 ans à travailler et à tout rembourser aux banques si ça plantait. Et vous imaginez le choix familial avec 4 garçons en tout. Et là, c'est là que ma femme était formidable. Elle m'a dit, mon chéri, j'ai confiance en toi. On aime entendre des choses pareilles. Non, mais attendez, c'est hyper important. Parce que la solitude, certes, il y a la solitude du dirigeant, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a la prise de décision. Et la prise de décision, elle est souvent collective. Et j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure pour dire que toute ma vie d'entrepreneur, j'ai lutté contre la solitude, parce que je pense que la solitude, c'est quelque chose de très difficile et en même temps de très négatif. Alors, on va revenir là-dessus. François-Xavier, je viens d'entendre un mot qui, j'imagine, peut aussi vous faire rebondir. Cette notion du moment où on ne se sent plus aligné. J'imagine que pour un philosophe, cette question-là, aligné, c'est-à-dire en accord par rapport à une vision personnelle. J'imagine, vous parlez de stratégie, mais on pourrait aller au-delà. Ça peut être aussi même en termes d'éthique. Cette notion d'alignement, c'est aussi un élément, je dirais, très philosophique. En tous les cas, ce que raconte l'histoire dont vous nous parlez, c'est une chose très importante qu'on ne mesure peut-être pas toujours quand on pense à la liberté. La liberté, on la pense souvent comme quelque chose, comme une espèce de donnée qu'il faudrait protéger. Je suis libre parce que j'ai le choix. J'ai plusieurs choix devant moi et donc ma liberté m'est acquise d'une certaine manière. Et il faut que je défende ma liberté contre des menaces potentielles qui pourraient venir l'altérer, l'aliéner, contre l'excès d'autorité du pouvoir politique ou bien contre l'influence que d'autres voudraient exercer sur moi, etc. Mais on a souvent l'impression que la liberté est un donné, quelque chose qui appartient par principe, par nature, à celui qui a devant lui plusieurs options possibles. En fait, ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est que la liberté est quelque chose qui se conquiert, et que ça se conquiert sous la forme d'une aventure qui a toujours un coût. La liberté a un coût, puisque dans les 2 étapes que vous venez d'évoquer, vous avez décrit ce coût. Le coût que constitue le fait de rester libre par rapport à la stratégie d'une entreprise dans laquelle on ne se reconnaît plus. Et le coût que constitue le fait de se lancer dans une aventure qui suppose d'investir et donc de prendre un risque, et de prendre un risque qui nous engage personnellement. Et c'est très important parce que ça nous dit aussi à quel point la liberté est une affaire de moyens. C'est-à-dire, je ne veux pas dire par là de moyens matériels, et pour le coup, comme professeur de philosophie, je suis bien incapable de matérialiser ce que peut signifier le ratio entre fonds propres et dette bancaire, mais de moyens intérieurs qu'on se donne pour pouvoir garder, conserver, développer, faire grandir, conquérir sa propre liberté. Je veux dire par là que ça a quelque chose à voir avec l'équation que vous nous proposiez au tout début de notre réflexion. La relation entre action et réflexion, entre la pensée et l'agir. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez plus totalement aligné par rapport à la stratégie d'une entreprise? Qu'est-ce qui fait que, si vous vous engagez en politique, vous allez pouvoir, à un moment donné, vous dire « ceci ne me ressemble pas, ceci ne me ressemble plus, je m'en vais, je quitte le navire ». Plutôt que de me trahir, je choisis de reprendre ma liberté. Ce qui signifie qu'en fait, je ne l'ai pas perdue, justement. Eh bien, ce qui nous permet de garder cette indépendance, cette autonomie intellectuelle, c'est justement cette distance que nous donne le travail de la pensée. C'est une distance qu'on a tôt fait de perdre, bien sûr. Parce que plus nous sommes engagés dans l'action, plus nous sommes solidaires des décisions qui sont prises par l'organisation dont nous faisons partie, et qui peut être une entreprise, qui peut être un mouvement politique, une association, qui peut être notre famille, qui peut être la communauté religieuse à laquelle nous appartenons. Bref, nous faisons partie de ces lieux où des hommes agissent ensemble. Et même d'ailleurs, dans notre propre vie, il nous arrive, étant tellement engagés dans notre propre action, de perdre toute espèce de distance par rapport à elle. Même par rapport à l'entreprise, j'imagine, qu'on a soi-même créée.
on peut finir par perdre ses repères, par perdre le sens de la distance qui nous conserve cette liberté, qui fait que nous continuons toujours de la conquérir, de la nourrir, de l'alimenter. Eh bien, il me semble que je crois, ce qui est fondamental, c'est de ne jamais se dire que notre liberté est gagnée d'avance, acquise d'avance, toujours donnée d'avance, mais de se donner les moyens de faire vivre cette liberté intérieure par cet effort de la pensée, qui est celui que d'une certaine manière nous partageons ensemble ce matin. Et d'ailleurs, je reviens en avant, Christian. Effectivement, on vous a mis à la porte, mais j'imagine que depuis un moment, vous ne sentiez plus aligné. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que vous auriez de vous-même peut-être été en tel déséquilibre que vous seriez parti? Est-ce que ça aurait pu durer longtemps, 41, 42, 43, 40 ans? Je ne sais plus à ma place. Vous avez raison, j'ai tout fait pour me faire mettre à la porte. Ah, je me disais bien. Ouais, mais ça c'est vrai. Maintenant, je voudrais revenir sur cette notion de liberté. Beaucoup de gens pensent que devenir entrepreneur, c'est gagner sa liberté. La prendre, la reprendre, on pourrait creuser ça. Pour moi, en fait, cette liberté d'entrepreneur, c'est un leurre. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Entreprendre, ça n'est pas d'un seul coup être libre. Parce que finalement, c'est quoi la liberté? On parle de la liberté. Quand on se dit, ouais, c'est peut-être un petit peu trop puissant, on parle de l'indépendance. Et puis si c'est un peu trop fort, on parle de l'autonomie. Je voudrais qu'on revienne quand même sur ces notions-là, parce que la liberté, d'un point de vue éthique, d'un point de vue globalement ultime, c'est finalement faire fi de toutes les règles, de toutes les lois et de faire ce qu'on veut. Or, la liberté entrepreneuriale, à ce niveau-là, ça n'existe pas. Il y a peut-être une nouvelle race d'entrepreneurs qui ressemble. Les libertariens. Voilà, les libertariens, les patrons des GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc., qui sont des entrepreneurs que je qualifie de néo-anarchistes, de droite. C'est des gens qui ont pour but ultime, de passer au-dessus des lois, de passer au-dessus des règles, des États, et de passer au-dessus des États. Steve Jobs, par exemple, très connu, l'ancien patron décédé d'Apple, utilisait la loi américaine qui dit que quand on a une voiture neuve aux États-Unis, il faut 6 mois pour l'immatriculer. Tous les 5 mois et demi, il changeait de voiture. C'était toujours la même, une Audi très haut de gamme, grise. Et pourquoi est-ce qu'il changeait de voiture pour ne jamais immatriculer sa voiture? Et pourquoi? Pour pouvoir faire toutes les infractions qu'il voulait faire sans être puni. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, roule en moto, c'est un motard, il roule sans casque. Dans la poche intérieure de sa veste, il est marqué en cas d'accident, je ne me retournerai jamais contre la compagnie d'assurance parce que je fais ce que je veux. Sauf qu'en même temps qu'il fait ce qu'il veut, il roule sur des routes goudronnées qu'il ne paye pas, puisqu'il refuse de payer les impôts, il roule avec du matériel. Voilà, il y a toute une problématique fondamentale, c'est pour ça que je les qualifie d'anarchistes, où finalement, et quand on le sait un petit peu, quand on regarde ce qui se passe en France, ils ne veulent pas payer d'impôts en France, ils utilisent des personnels et des salariés qu'ils maltraitent de façon incroyable. Il y a un turnover chez Amazon qui est absolument gigantesque. Alors eux, peut-être, vivent la liberté, mais il y a quand même pour moi, cette liberté, on ne peut pas s'affranchir des règles, de l'obéissance aux lois et des devoirs envers la société. Et l'entrepreneur qui en France se risquerait à ça, à mon avis, serait mort-né. Donc ça veut dire que l'entrepreneur n'est pas fondamentalement libre, au sens où on l'entend, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire. D'abord parce qu'il est dépendant, très souvent, ça dépend de la taille des entreprises, mais je parle de l'entrepreneur industriel. Je mets de côté, et je vais être un petit peu peut-être rentre dedans, mais ça fait rien, on dit les choses. Il y a malheureusement beaucoup d'entrepreneurs par défaut. Des quinquas et demi, vous voyez, 55 ans, licenciés. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je cherche du boulot, je ne retrouve pas de boulot. Je vais devenir entrepreneur. Consultant, voilà, je vais devenir consultant. Il me suffit d'un ordinateur. Il me suffit de serrer un petit peu les fesses au niveau rémunération parce que je vais toucher le chômage, ça durera qu'un temps. Et je me lance comme entrepreneur. Ça, ok, c'est jouable. La liberté, où est-elle? J'en sais rien. Il y a aussi tous les gens dans les difficultés des burn-out qui se disent bon, je ne supporte plus la règle de l'entreprise, la règle de la hiérarchie, donc je vais devenir entrepreneur. Mais c'est pas ça la liberté. La liberté, ça serait pouvoir décider de ce qu'on veut, décider des produits qu'on a envie de lancer. Mais on ne fait pas ce qu'on veut.
On lance les produits que les consommateurs sont prêts à acheter. On lance avec l'argent des actionnaires. Quand on est soi-même actionnaire à 100% de sa boîte, il n'y a pas de problème. On a déjà réglé le problème. Mais malheureusement, il y a souvent un banquier derrière. Et le banquier vous donne les règles de ce qu'il faut faire. Donc vous n'êtes pas vraiment libre. Et en fait, moi, pour avoir réfléchi un petit peu à ça pour préparer cette conférence, je me suis dit, à titre personnel, finalement, qu'est-ce qui m'a vraiment motivé? Et ce qui motive plein de gens, j'arrive à un truc très simple, c'est la gestion de l'emploi du temps. C'est couillon, mais c'est comme ça. Quand on est salarié et qu'on a envie d'aller jouer au golf, on ne va pas jouer au golf. Parce qu'on a des comptes à rendre, il faut être présent dans l'entreprise. Quand on est entrepreneur et qu'on a envie d'aller jouer au golf, on prend son après-midi et on va jouer au golf. Ça, c'est une liberté réelle que j'ai mesurée, que je mesure tous les jours. Et vous citiez tout à l'heure ma volonté de travailler à temps partiel. Ça fait à peu près, quand j'ai créé ma boîte, j'ai tout de suite créé à temps partiel. J'ai toujours travaillé à temps partiel parce que j'ai co-créé. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la gestion de la solitude. Et je voudrais juste finir là-dessus. En fait, cette liberté, il y a le choix de l'emploi du temps et il y a le choix des collaborateurs et le choix des salariés avec lesquels on va travailler. Et ça n'est permis qu'à l'entrepreneur qui crée son entreprise. Même pas celui qui reprend. Celui qui rachète une entreprise, ce que j'ai prévu de faire dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, je ne choisirai pas les salariés en rachetant. J'hériterai, entre guillemets, des salariés qui travailleront dans la société que j'aurai peut-être le plaisir de racheter. En revanche, quand on crée, on choisit les salariés, on choisit les collaborateurs, et ça, c'est une vraie liberté. On va y revenir. C'est liberté sous contrainte, hein, François-Xavier. Finalement, elle n'est jamais totale. Oui, alors ce qui est à mon avis très important et très intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça nous oblige à revenir sur la définition de la liberté, parce que on est tous un peu perdus avec cette idée de liberté, notamment parce que nous vivons aujourd'hui de l'héritage d'une conception de la liberté qui est en fait une conception très particulière, qui nous apparaît comme une évidence, mais qui en fait n'a rien d'une évidence. Cette conception, c'est celle que vous avez évoquée à l'instant en disant que la liberté consistait à faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est la définition la plus ordinaire qui nous vient à l'esprit. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. Ou bien, pourra-t-on dire autrement, être libre, c'est avoir le choix. J'imagine que cette conception de la liberté vous paraît globalement consensuelle. Être libre, c'est faire ce qu'on veut ou avoir le choix. Cette définition, en fait, elle nous vient d'une période de notre histoire qui s'appelle la modernité, dans laquelle nous sommes, ou dont nous vivons l'aboutissement d'une certaine manière. Et cette définition, elle est formulée pour la première fois par un philosophe moderne qui s'appelle René Descartes. Descartes nous dit que on peut définir la liberté, ça n'est pas sa position finale, mais il nous dit qu'on peut définir la liberté comme une liberté d'indétermination, c'est-à-dire le fait de ne pas être déterminé. Si je ne suis pas déterminé, je suis libre. C'est vrai que de fait, on n'est pas libre quand on est déterminé par quelqu'un d'autre que soi. Si quelqu'un décide de l'emploi du temps de votre journée, vous ne pouvez pas vous dire aussi libre que si vous pouvez vous-même avoir le choix de ce que vous allez faire. Si, pour les étudiants qui sont ici, ce sont vos parents qui ont déterminé, ou votre milieu social qui a déterminé les études que vous faites, vous ne pouvez pas être libre vraiment de ce que vous faites aujourd'hui. Donc, il est très certain que être libre suppose de ne pas être déterminé. De ce point de vue-là, nous dit Descartes, plus je suis indéterminé, plus je suis libre. Et même pour aller plus loin encore, plus je suis indifférent et plus je suis libre. Parce qu'évidemment, si vous avez le choix à un carrefour entre deux voies, que l'une d'entre elles conduit à la richesse, au bonheur et à la satisfaction de tous vos besoins, et que l'autre conduit à la diversité des difficultés possibles et à l'adversité absolue, vous n'êtes pas du tout indifférent, être d'une certaine manière programmé à choisir la voie qui vous paraît la plus attirante. Donc plus je suis indifférent, dit Descartes, et plus je suis authentiquement libre. Être libre, c'est avoir vraiment le choix. C'est vraiment faire ce que l'on veut. Et de ce point de vue-là, on comprend évidemment que notre liberté d'abord est immédiate, puisque nous avons le choix d'une certaine manière. En tous les cas, elle est ce qui peut venir au départ, et elle est ce qui se perd petit à petit avec la présence de tous les obstacles qui se présentent à notre liberté. Alors quels sont ces obstacles ? Le premier obstacle, vous le constatez avec moi, c'est les autres. Les autres sont absolument insupportables. Parce que les autres présentent des contraintes, quelle que soit la manière dont il se présente à nous. Mon patron est une contrainte. Puisque j'ai un patron, je n'ai plus le choix de ce que je vais faire de mes journées. Mais pas seulement mon patron, mes enfants sont une contrainte pénible. Pas seulement mes enfants, mes collègues qui veulent que je leur consacre du temps. Mes amis sont une contrainte aussi. Et même mon conjoint, ma conjointe est un problème parce que si je suis engagé, d'une certaine manière, je n'ai plus le choix. Et donc on voit bien que le plus grand ennemi de notre liberté, en fait, paradoxalement, dans cette définition, c'est au fond, notre propre choix. La condition pour être le plus libre possible, la condition pour avoir toujours le choix, c'est de ne jamais faire un choix.
Parce que si vous faites un choix, vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez pas choisir d'épouser quelqu'un en disant, tu sais, je t'aime pour la vie, et dire après, attends, je t'aime, mais je peux en aimer plein d'autres aussi. Hein. Attention, je garde ma liberté. Ah, ça discute. C'est possible, mais probablement, vous allez avoir du mal à négocier cette expérience assez curieuse d'un amour qui n'est pas électif, qui n'est pas sélectif. En tous les cas, on ne peut pas, par exemple, je sais pas, je vois bien avec mes élèves la difficulté que beaucoup d'étudiants peut-être partagent ici, mais qui est tout à fait logique, la difficulté à faire un choix dans cette définition de la liberté, puisque si être libre, c'est avoir le choix, alors mes élèves sont infiniment plus libres que moi. Parce qu'ils ont plein de choix possibles devant eux. Et moi, j'en ai plus beaucoup. Maintenant que je suis prof de philo, je me suis quand même engagé dans une voie dont il est difficile de revenir complètement. Je ne peux plus être pilote de chasse, je ne peux plus être chirurgien, vous voyez. Donc je suis beaucoup moins libre que mes élèves, d'où la fascination que le monde moderne éprouve pour la jeunesse, qui est l'âge de la perfection, dont on ne cesse de perdre petit à petit la liberté originaire. En fait, je crois que cette définition de la liberté, elle est très inhibitrice. Elle nous empêche de faire des choix. Elle nous retient de choisir. Parce que nous voulons garder notre liberté de choix. Et donc, je pense à tous ces étudiants que j'ai eu l'occasion de connaître comme enseignants et qui font des choix petit à petit, mais uniquement pour pouvoir garder le plus de portes ouvertes. Voilà, je vais aller en S parce qu'avec ça, on a d'une certaine manière le plus de choix possible. Après, je vais faire, je sais pas, une école de commerce parce qu'avec ça, on a plein de portes ouvertes devant soi. Ou bien, je vais faire une fac de droit parce qu'avec le droit, on peut garder plein de portes ouvertes. Puis ensuite, je vais faire de l'audit parce qu'avec l'audit, on peut se garder plein de portes ouvertes. Et puis, on peut vivre une vie entière comme ça en gardant le plus de portes ouvertes devant soi et finir sa vie sans avoir jamais vraiment passé une porte, en fait. Parce que c'est terrifiant de faire un choix. Parce que faire un vrai choix, un choix qui nous engage beaucoup, c'est faire un vrai choix dont on ne reviendra pas d'une certaine manière. Et pour une raison très fondamentale que vous avez évoquée à l'instant, qui est que le choix engage le temps que nous donnons à nos choix. C'est vrai que vous pouvez choisir un métier, et puis aujourd'hui, on n'est pas engagé pour toute sa vie dans une seule carrière. Et donc, vous pouvez nourrir pendant toute votre vie l'espoir de refaire votre vie. Mais en fait, on ne refait pas sa vie. On peut la réorienter, mais le temps qu'on a donné à un choix, le temps qu'on a donné à une activité, le temps qu'on a donné à un engagement, ce temps-là, il est définitivement donné. Et c'est ça qui nous terrifie. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons tellement peur de la mort. C'est la raison pour laquelle l'idée que le temps est fini est une idée qui nous angoisse. Mais pour terminer, je dirais que cette idée, en fait, elle me paraît devoir être dénoncée. Cette idée que vous évoquiez de la liberté comme étant l'apanage de ces patrons de la Silicon Valley qui veulent protéger leur liberté de tout ce qui viendrait s'imposer à elles et qui regardent la figure de l'altérité comme un danger pour leur propre liberté, cette idée de l'indifférence, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, dans le fait de ne jamais choisir, dans le fait de jamais se lier, dans le fait de refuser de se sentir lié, par exemple, par une communauté citoyenne et par la question de l'impôt, c'est de ça qu'il s'agit. Cette idée de l'indifférence radicale, en fait, elle n'est pas la réalité de la liberté. La véritable liberté, elle ne consiste pas à avoir le choix, ça n'est rien, c'est une pure projection intellectuelle. La véritable expérience de liberté, elle consiste à faire un choix. Et être libre ne consiste pas, de ce point de vue-là, à faire ce qu'on veut. Être libre consiste, en fait, à vouloir vraiment ce que l'on fait. Vouloir vraiment ce que l'on fait, c'est ça le grand luxe de la liberté. Et de ce point de vue-là, vous pouvez être un entrepreneur et vivre toutes les contraintes qui sont liées à l'activité de l'entrepreneur. Vous pouvez être aussi un salarié et vivre toutes les contraintes qui sont liées à la vie d'un salarié. Vous pouvez être un grand sportif, vous pouvez être un enseignant. Partout, il y a des contraintes. Et ces contraintes n'enlèvent rien à votre liberté. Parce que c'est ce que vous avez voulu, parce que vous voulez ce que vous faites. Et c'est ça qui fait, je crois, au fond, ce qu'on pourrait appeler le bonheur. C'est-à-dire, non pas le fait de pouvoir protéger toujours son autonomie, le fait de pouvoir protéger toujours son indifférence, mais le fait de s'engager dans une voie qui pour nous fait la différence, le fait de vouloir vraiment ce que l'on fait. Et là aussi on voit que la liberté suppose d'être cultivée parce que le grand mystère de l'existence, c'est que nous ne savons pas immédiatement ce que nous voulons et que faire un véritable acte de volonté, un acte de volonté qui nous ressemble, c'est toujours le résultat d'un grand travail intérieur. Il y a aussi derrière une dimension alors, qui est peut-être psychologique ou psychanalytique, une envie forcenée et peut-être même une prétention de dire « je vais créer, moi tout seul ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi un ressort un peu de cet ordre-là ? Je suis capable de me prouver à moi ou aux yeux d'autrui, je le mettrai sur un autre plan, le fait de dire « j'y vais, je le montre ». Tout le monde n'a pas non plus cette espèce de feu sacré. La question est difficile. Quand j'interroge les entrepreneurs, les motivations pour devenir entrepreneur, il y en a plusieurs. Il y en a une qu'on s'interdit de dire trop fortement en France, qui est complètement assumée aux États-Unis, c'est « je veux devenir entrepreneur pour devenir riche ». En France, ça ne le fait pas. Hein. Ce n'est pas ce qu'on met en premier. C'est derrière, c'est conscient, mais c'est non dit. Aux États-Unis, c'est clairement dit. Il y a
la volonté d'autonomie et d'indépendance, tout dépend comment on le dit, ça c'est vraiment important. Puis il y a une problématique d'ego. C'est aussi un petit peu ça derrière votre question, c'est-à-dire laisser une trace, montrer quelque chose que faire ce que d'autres n'ont pas fait. Ou éventuellement, mieux, voilà. Moi, je voudrais rebondir un petit peu. Merci François-Xavier. Moi, j'avais très peur parce que personnellement, les philosophes, je les comprends pas toujours. Et là, c'est clair. Donc, merci pour la clarté. Dans cette autonomie, cette liberté, cette indépendance, peu importe. En fait, il y a le rapport qu'on a à soi. Je l'ai un peu entendu comme ça. C'est-à-dire, vous rebondissiez tout à l'heure, c'est quoi être aligné, hein. Moi, je pense que en me faisant virer quelque part de chez Bonduel, ou en décidant de quitter Florette il y a quelques mois seulement, parce que ça ne le faisait plus avec ma hiérarchie, en fait, je m'affranchis du regard des autres. Je m'affranchis du qu'en dira-t-on. Et ce qui me parle, mais j'ai 57 ans aujourd'hui, c'est plus facile que quand on en a une trentaine, je pense, d'avoir ce recul-là. Je le fais parce que je me sens mieux aligné sur mes valeurs, sur ce que je suis vraiment. Je pense que cette faculté à parcourir la vie en faisant des choix assumés, sans le regard des autres, ça me paraît très important. Mais il y a aussi l'autonomie dans le rapport par rapport aux autres. Parce que la qualité relationnelle qu'on a envie de continuer à entretenir dans les soirées, se positionner en dehors des jeux politiques et psychologiques. Vous parlez tout à l'heure de la politique, la liberté dans la politique, je demande vraiment à voir, moi. Hein. À moins d'être tout à fait tout en haut. On restera dans le monde de l'entreprise. Non mais attendez, je veux bien, mais moi j'ai discuté avec quelques ministres que j'ai eu la chance de côtoyer de temps en temps, mais ils vous disent, mais je n'ai aucun pouvoir. Je suis ministre, le ministre de l'Éducation, je crois que c'est le summum, le ministre de l'Éducation n'a aucun pouvoir contre l'appareil d'État. Ce que Claude Allègre, à l'époque, qualifiait du mammouth des salariés de l'Éducation nationale. Le ministre n'a aucun pouvoir pour faire bouger les choses. Donc, est-ce une sorte de liberté assumée que de devenir ministre de la République ? J'en sais rien. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que c'est très important d'être ancré sur ses convictions et sur ses valeurs. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à la question, est-ce que finalement, devenir entrepreneur pour faire moi ce que peut-être, c'est ça, chacun avec son ego, avec ses valeurs, avec son... Ouais, je crois que pour être entrepreneur, il faut quand même avoir un peu d'ego, en tout cas supérieur à la moyenne. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit c'est formidable ce que tu as fait, j'aurais pas été capable de le faire. Mais quand on regarde, quand on creuse un petit peu, c'est quoi ce que tu n'aurais pas été capable de faire ? C'est la prise de risque. En fait, le vrai sujet de l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Il y a plein de gens qui rêvent d'être entrepreneurs, c'est génial, parce que la liberté, parce que si je déciderais, etc. Sauf que le coût du risque est extrêmement élevé. Et ça, il faut en être conscient. Alors, je vais rassurer tous les étudiants, s'il y en a dans cette salle, le coût de la création d'entreprise à la sortie de l'école est faible. Allez-y, profitez, vous n'avez jamais gagné votre vie, vous avez la chance d'avoir une bonne idée si vous avez des sponsors, des mécènes, ça s'appelle des actionnaires, qui vous suivent, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Pas de bouche à nourrir, enfin peu. Non mais rien du tout. Allez-y, foncez, et c'est pour ça qu'il y en a un paquet qui foncent. Il n'y a rien à perdre. Quand vous êtes à 40 ans, choisir de quitter un salaire à 10 ou 15 000 euros par mois pour créer une entreprise ou pour racheter une entreprise, prendre le risque de l'échec, avec une famille derrière, des enfants, des bouches à nourrir, là c'est différent. On a tenté de vous en dissuader ? Mais oui. Moi j'ai un copain qui a investi dans mon entreprise de salade en sachet quand je l'ai créé à 40 ans. Et il m'a avoué, après, parce qu'il a fait la culbute comme moi, ça s'est bien passé, il a dit à sa femme, et il m'a avoué, il m'a dit, bon, on va accompagner Christian, mais bon, c'est vraiment pour lui faire plaisir, quoi. Mais voilà, on a perdu 20 000 euros. Parce qu'en fait, les copains qui m'ont suivi dans cette opération, au tout départ, parce que moi j'ai mis 500 000, je vous l'ai dit, mais j'ai trouvé 30 copains qui ont mis 20 000 euros en moyenne. Hein. Ça fait 600 000 euros. Très bons amis. Alors, figurez-vous que j'avais une règle simple, justement. Je leur ai dit, écoutez, on est amis. Tu te proposes d'investir dans mon entreprise, merci, mais on va fixer une règle simple.
Tu considères que le jour où tu as fait ton chèque, c'était 20 000 euros le chèque, j'ai pas envie de m'embêter avec des trop petits montants. À l'époque, le crowdfunding n'existait pas, donc je dis voilà, il faut mettre 20 000 euros. Tu considères que le jour où tu as fait le chèque, tu l'as perdu. Comme ça, quoi qu'il arrive, on restera bons amis. Et pendant que moi, je vais défendre mon chèque de 500 000 euros, en même temps, je défends le tien de 20 000 euros, fais-moi confiance pour me battre. Ok, ça me va. Ça lui allait tellement bien qu'il a fait le buzz, et j'ai plein de copains comme ça qui sont arrivés en disant « Je suis prêt à mettre 20 000 euros, j'ai perdu, Christian. Je les ai perdus. T'inquiète pas, je les mets, mais je les ai perdus. » Voilà, donc ça s'est un peu passé comme ça. Alors après, il y a tout un sujet sur la chance. Ça, c'est mon dada, hein, mais on est hors sujet là. Oh, mais, savoir saisir sa chance. Ouais, mais alors, je vais juste vous raconter cette anecdote. J'ai un jour un actionnaire, un banquier prêteur, qui me dit Ok, monsieur Barki, j'ai compris votre projet. Bon, il est intéressant. C'est vrai que votre plus petit concurrent, vous allez créer une boîte dans la séance achet, votre plus petit concurrent, c'est Bonduelle, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, parce que les 3 autres étaient plus gros, 2 milliards, 2,5 milliards. C'est tous des grands groupes, Pomona, etc. Il me dit racontez-moi une ou 2 expériences où vous avez eu de la chance dans la vie. Alors je lui raconte 1 ou 2 expériences où j'ai eu de la chance. Et puis il me dit racontez-moi maintenant 1 ou 2 expériences où vous n'avez pas eu de chance dans la vie. Je réfléchis et je dis écoutez, là comme ça vient pas. Il me dit c'est bon, je vous prête. Étonnant pour un financier banquier. Ah, la spéculation est. Et il m'a raconté une histoire. Il m'a raconté une histoire. Il m'a dit vous savez, c'est pas compliqué dans la vie. Quand une tuile tombe, c'est toujours les mêmes qui la prennent sur la gueule. Alors dans cette salle, il y a ceux qui ont. Et pour boucler la boucle, et puis je repasse la parole à François-Xavier, qui pourra peut-être philosopher là-dessus. Je suis pas sûr. Mon nom c'est Barki et mon beau-père est pied noir. Il m'a dit mais Christian, la chance en arabe, la bahaka, et le chanceux le Barki. Il me dit t'inquiète pas. C'est pas du déterminisme ça, François-Xavier, hein? Vous savez ce que disait il paraît que quand Napoléon devait choisir un général, on lui proposait des noms. Il disait est-ce qu'il est chanceux lui? On lui disait ah bah oui c'est bon, il a traversé le front et est ressorti sans prendre une balle. Bah c'est bon, il est général. Donc finalement votre banquier appliquait des méthodes qui avaient déjà été éprouvées en réalité. Peut-être juste 2 choses pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la liberté dans le rapport avec le regard des autres. Il y a quelque chose de très ambivalent là-dedans, parce que, je le disais tout à l'heure, si être libre, c'est vouloir vraiment ce qu'on fait, c'est faire quelque chose qu'on a vraiment voulu, et si la volonté, qui est l'émanation de notre personnalité, est quelque chose qui met du temps avant de se construire vraiment, alors dans ce cas, on a aussi besoin du regard des autres. On n'a pas besoin du regard social, qui lui, c'est vrai, nous enferme dans un mimétisme stérile. Et c'est très important de s'affranchir de ce mimétisme. Mais qu'est-ce qui nous permet le mieux de nous en affranchir? C'est aussi la manière dont d'autres nous regardent, en nous connaissant vraiment, parce que parfois on a du mal à se connaître soi-même, et les autres peuvent aussi nous parler de nous-mêmes, et nous aider à nous découvrir, et donc nous aider d'une certaine manière à rester fidèles à nous-mêmes. Et ça, c'est la vertu de cette relation à l'autre, qu'Aristote appelle l'amitié, et qu'il considère comme l'une des vertus les plus importantes de la vie. Vous parliez tout à l'heure de vos amis, vous parliez aussi de votre épouse, de la manière dont ce projet avait été construit, avec le regard des autres. D'une certaine manière, la liberté ne peut pas être une aventure solitaire. On ne peut pas affirmer sa liberté contre le regard de ceux qui comptent pour nous et qui peuvent aussi nous aider à nous révéler à nous-mêmes. En revanche, c'est vrai que ce regard-là, il doit nous aider à nous défaire, à nous desserrer de l'étau que constitue la pression sociale qui voudrait, d'une certaine manière, que nous soyons tous des clones. Quel que soit d'ailleurs le lieu où cette pression nous attire. Aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, vous avez été un peu choc tout à l'heure, mais je le serai aussi à ma manière, je crois que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, est en train de devenir une espèce de norme sociale de la réussite. C'est-à-dire, pour réussir, il faut être entrepreneur. Et le fait de devenir salarié pour un étudiant devient presque quelque chose une forme de ratage, quoi, vous voyez. Ouais, défaut. Voilà, il faudrait par principe réussir dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai vécu ça en choisissant de devenir enseignant. Devenir enseignant, aujourd'hui, ça suppose d'affronter le regard social de façon assez violente, surtout quand vous avez fait... Pauvre ami, vous êtes enseignant? Ben exactement. C'est quand même un métier qui est très profondément déclassé. Quand j'étais en classe préparatoire, puis en grande école, tous les gens qui étaient autour de moi me disaient « Non, attends, tu vas quand même pas être prof, tu peux faire beaucoup mieux, quoi. » Et faire beaucoup mieux, ça voulait dire probablement gagner beaucoup plus. Mais moi, je savais que c'était à ça que j'étais appelé, enfin, j'étais profondément attiré par ça. Et je crois que c'est très nécessaire, effectivement, contre tous les attendus possibles, d'imposer ce projet qu'on sait être le sien et de pouvoir vivre cette expérience, de faire quelque chose qu'on a véritablement voulu. Et ça suppose cette liberté dont, d'une certaine manière, nous sommes toujours responsables. Jamais personne ne peut faire quoi que ce soit contre votre liberté.
Je reviens sur ce que vous disiez sur le plan politique, parce que c'est important. Évidemment, on parle de l'entreprise, mais finalement, il y a quand même une proximité. Vous disiez, le ministre de l'Éducation nationale n'est pas libre. Et c'est vrai qu'on rencontre des ministres qui nous disent « Ah, vous comprenez, moi, je suis pas libre de mes mouvements, hein, je peux pas faire exactement ce que je voudrais, etc. » Mais en fait, ces gens-là abdiquent leur propre liberté. Parce que s'ils voulaient être libres, ils le pourraient. Et si ils sont dans l'impossibilité de faire ce pourquoi ils ont été élus ou ce pourquoi ils ont été nommés, alors ils ont toujours aussi la liberté de dire « je ne peux plus, non possumus, je m'en vais ». Ce que vous avez fait, on en parlait tout à l'heure avec Bonduel, c'est quand on n'est plus aligné avec la stratégie d'une entreprise, on a toujours la liberté de se retirer du jeu. C'est une question très grave et très importante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une des expériences traumatisantes que l'Europe a vécues, c'est de voir à quel point la pression des institutions, la pression sociale, la norme collective pouvait conduire des hommes à devenir totalement inhumains. Et pendant les procès de Nuremberg, on a fait une expérience juridique tout à fait étonnante. Les hauts dignitaires nazis qui ont été mis en accusation pendant les procès de Nuremberg, qui étaient des hauts fonctionnaires, qui étaient des officiers supérieurs, ils avaient une excuse toute prête, hein. Ils ont dit « Nous n'avons jamais enfreint la loi. Nous n'avons jamais fait que ce qui nous était commandé. » Et vous remarquez que le nazisme est parvenu au pouvoir d'une façon légale. Il n'y a pas eu de coup d'État. Et donc, ces officiers supérieurs, ces hauts fonctionnaires disaient « Mais qu'est-ce que vous voulez nous juger ? Vous, un tribunal, des magistrats, alors que nous n'avons jamais rien fait qui ait été contraire à aucune loi qui nous était proposée. » Eh bien, ces hommes ont été jugés coupables. Et heureusement d'ailleurs, ils étaient évidemment coupables. Ces hommes ont été jugés responsables parce qu'ils étaient libres. Et si leur liberté leur commandait de refuser l'inhumanité à laquelle on voulait les obliger à prêter leur propre concours, ils avaient la possibilité et même le devoir de dire non et de se retirer de la mission dans laquelle ils étaient. Tout homme est d'une certaine manière responsable de sa propre liberté. Mais ça suppose justement de la cultiver, ça suppose de garder cette vigilance intérieure, vous voyez, comme on le disait tout à l'heure, de continuer à penser, de continuer à réfléchir, de garder ces relations d'amitié qui parfois nous protègent de nous-mêmes. Et on voit bien, j'imagine, dans une entreprise où aussi parfois peut se vivre, vous parliez tout à l'heure de méthodes de management que vous décriviez comme inhumaines, dans une entreprise aussi parfois nous pouvons être conduits à devenir complices d'une forme d'inhumanité. Et dans toutes les organisations humaines, il y a le meilleur comme le pire. L'entreprise n'est pas le lieu du vice, mais elle est parfois le lieu de la vertu la plus magnifique. Mais il se trouve aussi qu'évidemment, avec nos limites, avec nos défauts, nous pouvons faire de nos communautés humaines, quelles qu'elles soient, des lieux où se vit quelque chose d'inhumain, se vit quelque chose de mauvais. Et il peut arriver aussi que nous préférions encore faire disparaître un peu notre propre conscience plutôt que d'assumer le coût que représente cette responsabilité que nous avons, cette liberté qui est la nôtre et qui demeure toujours absolue. Cette liberté, elle est entre nos mains comme quelque chose qu'il nous faut cultiver, quelque chose qu'il nous faut nourrir pour pouvoir ne jamais perdre de vue ce qu'est notre propre responsabilité. Et c'est, je crois, ce qu'il y a de plus décisif dans cet effort de la pensée et de la relation humaine authentique que l'on appelle l'amitié. Vous avez parlé tout à l'heure de prise de risque. Je décale un petit peu prise de décision. Est-ce qu'effectivement, en tant que créateur d'entreprise, personne qui dirige, il n'y a pas ces moments de solitude par rapport à une décision qui peut engager la vie, la santé de l'entreprise financière, mais qui peut engager aussi la vie de collaborateurs que l'on recrute ou que l'on décide de renvoyer parce qu'ils ne correspondent plus au projet de l'entreprise. Vous l'avez éprouvé, cette solitude de la décision ? Oui, bien sûr, c'est un des sujets d'ailleurs, hein, sur liberté et solitude. En fait, moi, je suis convaincu que des décisions en solitaire sont souvent potentiellement de mauvaises décisions. Et à moins d'être dans l'appareil d'État au plus haut niveau, je vous envoie au film merveilleux des Heures sombres de Churchill qui traite de toute la problématique de la décision. Seul contre tous. Seul contre tous, d'y aller ou pas y aller. Très souvent, le chef d'entreprise est sur la même problématique, de devoir décider seul. Et moi, j'ai contourné ça. Alors, j'ai contourné ça, c'était facile, puisque je vous l'ai dit, être dirigeant à temps partiel. Et pour être dirigeant à temps partiel, il faut bien qu'il y ait un autre dirigeant qui travaille, lui, soit la deuxième partie, soit temps plein. Et enfin, moi, le modèle que j'ai mis en place dans l'entreprise que j'ai créée quand j'ai quitté Bonduel, c'est d'être en co-direction générale. Alors, c'est un sujet plutôt innovant, j'en ai pas vu beaucoup, je crois même que j'en ai jamais vu.
Ça se passe de la façon suivante. Au lieu d'être le seul, et j'étais majoritaire, hein, ça ne m'empêchait pas d'avoir la fonction de co-directeur général avec un autre co-directeur général. Et à ce moment-là, toutes les décisions, on les prenait à deux. Alors vous allez me dire, et comment ça se passe quand A choisit blanc et B choisit noir et qu'il faut prendre une décision? Eh bien d'abord, il y a un débat. Il y a un débat important. Alors évidemment, tout dépend du niveau de décision. Sur des décisions éminemment stratégiques, ça va débattre longtemps. Sur des petites décisions, ça va peut-être débattre un peu moins. Mais en tout cas, la décision qui était la nôtre, c'était qu'on devait toujours être d'accord sur la décision. Soit blanc, soit noir. Alors, et si par hasard, parce que ça arrive, A reste sur blanc et B reste sur noir, qu'est-ce qui se passe? Intervention d'un tiers. Qui peut être le tiers? Une ou trois personnes. Évidemment, jamais deux. Parce que pour peu que les deux soient l'un blanc, soit noir, on repose le problème. Donc, sur des décisions mineures, un tiers. Sur des décisions très importantes, 3 tiers extérieurs. Et là, débat, et à la sortie, c'est les 3 tiers qui décidaient. Ou le tiers qui décidait. Règle du jeu numéro 2, la décision s'imposait aux deux. Si c'était blanc, c'était blanc. Si c'était noir, c'était noir. Y compris si j'avais voté noir et que la décision finale était blanc, en tant qu'actionnaire majoritaire, j'applique la décision qui a été prise. Très important et en même temps très intéressant. Et d'ailleurs, le projet que j'ai de reprise d'entreprise, je le pose sur les mêmes bases. J'ai déjà trouvé l'associé, puisque je serai à temps partiel, c'est qu'il faut quelqu'un qui travaille à temps plein. C'est un associé qui sera plus jeune que moi. Il est identifié, donc c'est clair et net, il a 45 ans. Et on sera tous les deux co-directeurs général, avec cette règle de fonctionnement-là. Et là, d'un seul coup, parce que ce n'est pas la solitude du dirigeant, enfin, tous les jours on décide tout seul, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on engage l'entreprise, quand on engage l'ensemble des salariés sur une voie où on peut partir au carton. Et là, supporter seul la culpabilité du risque, c'est extrêmement délicat. Donc finalement, mon propos, il est assez simple. Je me protège. Je me déculpabilise. En co-partageant une décision, je me déculpabilise. Et je trouve que ce format-là est intéressant. Alors effectivement, il n'est pas donné à tout le monde de trouver son alter ego, alors, ou sa complémentarité, hein, dans le cadre de ce plus jeune actionnaire. J'imagine que pour beaucoup de chefs d'entreprise qui ont choisi, je dirais, le système classique d'être seuls aux commandes, je reviens sur la personnalité de ces tiers. Ce peut être un expert comptable, ça peut être un consultant. Est-ce que ce n'est pas le rôle aussi des actionnaires? Est-ce que les actionnaires tiennent ce rôle? Alors, ça peut être... en fait, c'est variable en fonction des problématiques. C'est vrai que sur des problématiques de décision de gestion, ça peut tout à fait être un expert comptable, par exemple. En fait, il faut les définir à l'avance. Nous, c'est ce qu'on fait, on les définit à l'avance. Et en fonction des problématiques, on prendra la meilleure compétence. Voilà, pour décider des problématiques de stratégie, ça sera tel chef d'entreprise, totalement détaché. Alors, actionnaire ou pas, c'est pas le sujet. C'est vraiment quelqu'un de neutre qui arrive finalement comme un consultant, comme quelqu'un qu'on consulte pour la bonne prise de décision. Voilà le modèle. Finalement, on revient à cet aspect-là, solitaire, mais immédiatement, il y a un collectif derrière. Est-ce qu'une société pourrait être bâtie avec une juxtaposition, je dirais, que de travailleurs indépendants et que de gens en solitude? Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a peut-être une dérive aujourd'hui qui présente l'entrepreneurial, l'auto-entrepreneur comme effectivement le nouveau Graal. Qu'est-ce qu'une société effectivement faite que d'indépendants donnerait-elle? Toute société est une société d'indépendants d'une certaine manière, au sens où même quand on est engagé dans une entreprise, cette liberté dont on évoquait jusque-là la responsabilité, elle nous appartient toujours. Je dirais qu'au fond, une société qui répliquerait le modèle que vous venez d'évoquer à l'instant, ça s'appelle une démocratie. Pourquoi est-ce qu'une décision est difficile à prendre? Parce que devant une décision, nous sommes confrontés au caractère chaotique de la réalité. C'est-à-dire que le réel est fait de clair-obscur. Tout n'est pas absolument transparent. Tout n'est pas absolument évident. Et puis aussi, une décision est difficile à prendre parce que chacun d'entre nous regarde la réalité avec son regard, avec son point de vue. Et nous sommes tous à l'intérieur d'un espace social, à l'intérieur d'une entreprise. Nous sommes tous placés dans une perspective particulière.
la meilleure métaphore pour penser une communauté humaine, qui est employée depuis les débuts de l'histoire de la philosophie, c'est la métaphore du bateau. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu l'expérience de la navigation, de la voile par exemple, mais sur un bateau, c'est particulièrement frappant. C'est-à-dire que chacun est à son poste et chacun, depuis son poste, voit le monde différemment. Chacun voit la réalité de la manœuvre de façon tout à fait différente. Et donc, comment est-ce qu'on va prendre la meilleure décision ? Puisque les choses ne sont pas données d'évidence. Il y a deux façons de répondre à la question. Il y a une manière qui consiste à dire, on n'a plus qu'à désigner le plus génial d'entre nous, le plus compétent, le plus savant, le plus expert, et il va prendre la décision pour tout le monde. On appelle ça la technocratie, on appelle ça l'aristocratie, le gouvernement des meilleurs. On va désigner quelqu'un qui, parce qu'il a les capacités pour ça, sera le décideur. Mais il y a une autre manière de faire qui consiste à se dire, et c'est la solution que nous propose Aristote, au fond, chacun d'entre nous voit quelque chose de la réalité, et chacun voit quelque chose avec ses talents, avec sa compétence, avec ses connaissances, avec son point de vue, avec son expérience, avec son histoire, sa mémoire. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à la délibération collective. Et la meilleure des décisions, c'est celle qui sera le produit d'un dialogue. On va mettre la décision en dialogue, et quand on aura écouté la décision, la délibération, le sentiment de chacun, on va produire à la fin la décision collective, et elle nous engagera tous. Et ça, c'est ce qu'on appelle une démocratie. C'est vrai que moi, de mon propre point de vue, j'aurais plutôt voté blanc. Mais bon, à la fin, ce qui a été décidé, c'est noir. Et je me reconnais là-dedans. C'est-à-dire, nous allons tous ensemble accepter de partager les orientations qui ont été le fruit de la décision collective. Alors on peut dire que la démocratie est une façon un peu absurde de se faire une décision parce que, en fait, et c'est ce que diront notamment les experts qui sont un peu écœurés, qu'on les prive de leur pouvoir, c'est quand même pas normal que moi qui suis professeur d'université, par exemple, c'est pas mon cas, mais j'imagine que moi qui suis professeur d'université, que moi qui suis chef d'entreprise, que moi qui suis spécialiste absolu dans tel ou tel domaine, ma voix compte autant que celle d'un ouvrier, que celle d'un jeune qui vient à peine d'atteindre sa majorité. C'est-à-dire, quand même, c'est pas normal, ça tourne pas rond, il faudrait que ce soit les plus savants qui décident. Mais ce que nous dit Aristote, c'est que, étant donné que nos propres points de vue sont toujours limités et fragiles, étant donné aussi que l'esprit humain est d'une certaine manière orienté vers la vérité, c'est-à-dire que toute intelligence finalement est à la recherche de la vérité. Ça, c'est l'optimisme aristotélicien. Aristote dit « votre intelligence est faite pour la vérité ». Vous savez que vous tenez à la vérité bien plus qu'à l'erreur. Même pour Trump ? Mais c'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. C'est-à-dire, l'optimisme aristotélicien nous interdit aussi une forme de mépris. Alors, il y a un mépris parfois condescendant des élites envers les gens qui sont moins formés qu'elles, et qui n'est pas justifié, nous dit Aristote, parce que, je sais pas, faisons cette expérience toute simple. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes à Lyon, et qu'en ce moment, à Lyon, il fait jour. Vous savez aussi qu'en ce moment, à Lyon, il fait froid et pluvieux. Imaginons maintenant que vous décidiez de vous convaincre du contraire. Fermez les yeux et essayez de vous convaincre qu'en ce moment, il fait nuit, et qu'il fait chaud, que nous sommes en plein été. Vous n'y arriverez pas. Vous savez que la vérité, c'est qu'en ce moment, à Lyon, il fait jour, qu'il fait froid et qu'il pleut. Vous ne pouvez pas remplacer dans votre propre esprit une vérité par une erreur. Personne n'aime se tromper, personne n'aime être trompé. Tout le monde cherche à connaître la vérité. Et donc, si on met toutes ces intelligences qui sont chacune d'entre elles polarisées vers la vérité, si on les met toutes ensemble, on a infiniment plus de chances d'avancer vers la vérité que s'il y a une seule personne, et une personne qui a raison seule contre toutes. Là-dessus, parce que vous venez de parler des heures sombres là, de Churchill, qui est effectivement, de cet aspect-là, un film d'une grande force, mais ça peut être pareil dans l'entreprise. Est-ce que de temps en temps, un homme ou une femme seul ne peut pas avoir la vérité contre tous? C'est un acte d'entreprise. Je reprends toujours à cette très vieille anecdote qu'on connaît, à l'époque où Monsieur Sony décide qu'on va lancer le Walkman et que tous ces membres de l'état-major, pour des raisons financières, technologiques, ils disent « ça ne le fera pas, ça ne marchera pas ». Il dit « ok, merci, vous avez fait votre boulot, j'attendais rien moins de vous, on fait quand même ». Churchill, contre notamment un de ses ministres, décide de dire on va quand même arrêter le processus de demande de paix. Est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où l'homme seul, j'aime pas trop l'idée d'homme providentiel, surtout qu'en France on aime bien ce chevalier blanc là, mais est-ce que tu entends, malgré ce que vous dites, il n'y a pas dans l'entreprise et tout un moment où un homme seul peut avoir raison? Vous avez tout à fait raison. Ce que j'allais dire pour terminer en effet, c'est que il arrive parfois qu'on puisse avoir raison seul contre tous, mais quand ça arrive, il faut être vraiment certain de ce pourquoi on tient à ce que l'on continue de dire.
Et il faut être aussi certain de ce pourquoi les autres sont en train de se tromper. On voit d'ailleurs dans ce film magnifique, ce film est magnifique parce qu'il montre Churchill qui s'interroge beaucoup. Churchill ne se dit pas ah, attendez, bien sûr qu'on va la gagner cette guerre contre l'Allemagne, allez les gars, il faut pas flancher, etc. On le voit qu'il doute et qui prend au sérieux l'opinion de ses contradicteurs. Mais à la fin, il se rend compte que leur opinion n'est pas bien fondée. Et si Churchill s'est opposé au pacifisme qui a conduit les démocraties européennes à pactiser avec le nazisme de 1933 à 1939, c'est parce qu'il travaillait beaucoup. C'est-à-dire que contrairement à ses contradicteurs, il s'informait en permanence de l'état du réarmement allemand, de ce que disait Adolf Hitler, était l'un des seuls à s'être intéressé à ce que promettait Hitler, à ce qu'il avait pensé. Et donc, il fondait son opinion. Et il était certain d'avoir raison parce qu'il travaillait beaucoup. Donc, il y a une exigence aussi majeure. Le jour où vous pensez avoir raison contre tout le monde, c'est peut-être vrai. Mais il faut que vous fassiez un travail 10 fois plus important sur vous-même parce que, généralement, c'est ce que nous dit Aristote, généralement, il y a plutôt une forme de vérité dans ce qu'on appelle l'opinion commune, le bon sens, vous voyez, le sens commun. Et Arthur Koestler dit que la grande découverte dans l'existence, c'est la découverte de la vérité du sens commun. C'est-à-dire, on pense toujours avoir raison seul contre tous, mais à un moment, on se rend compte qu'il y avait quelque chose de vrai malgré tout dans ce que pensait le plus grand nombre. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai. Et parfois, il faut accepter de parler contre tous. Et parfois, nous dit Aristote, même si on a plus de chances d'être intelligent ensemble, d'être intelligent collectivement que tout seul, hein, il arrive aussi parfois que les foules s'entraînent vers le pire. Et dans ce cas-là, il est nécessaire, c'est vrai, de parler contre la foule, mais ça suppose encore une fois d'avoir cette exigence redoublée parce que généralement, il y a plus de vérité dans le fait que... C'est surtout le plus important, c'est qu'on trouve plus de vérité dans le produit d'une délibération, dans le produit d'un dialogue, dans le produit de cette conversation partagée, que quand on impose a priori ses propres certitudes au monde. Et puis la vérité, le problème, c'est qu'on la connaît qu'après. Et par le retour du marché aussi. À part plein de choses. On a des convictions, la réalité, elle apparaît après. Je me suis trompé ou j'ai eu tort et je ne le sais qu'après. Donc au moment où on prend la décision, on n'est pas sûr d'avoir la vérité, évidemment. J'aimerais revenir sur un des éléments que vient de citer François-Xavier, ce temps de la réflexion, ce temps du rendez-vous avec soi-même. Alors il me semble qu'on est partagé, on est à la fois dans un moment où on parle beaucoup d'immédiateté, d'illusion du temps réel, hein, d'accélération, et en même temps on entend parler beaucoup de retour sur soi, de gens qui prennent des temps de méditation. Ce rendez-vous avec vous-même dans vos différentes activités. Je sais que par ailleurs vous êtes président d'une association qui est l'Association pour le progrès du management. Sa philosophie est, si je peux prendre ce terme, hein, dit que le progrès de l'entreprise passe par celui du dirigeant. Comment progressez-vous vous-même individuellement, en toute intimité devant 300 personnes? Il y a deux questions dans ce que vous... La première, j'ai envie de répondre l'intuition d'abord. J'avais très envie de répondre l'intuition spontanément quand vous avez commencé votre propos. Je crois que c'est très important. On a chacun ses intuitions. Et là, la difficulté du débat et du dialogue dont François-Xavier parlait tout à l'heure pour arriver à la démocratie, ça peut être extrêmement frustrant. Avoir l'intuition qu'il faut faire ça, que c'est la bonne décision, et la challenge avec quelqu'un qui n'a pas la même intuition, là, il y a des vraies périodes de frustration. Ça, c'est clair. Après, comment est-ce qu'on progresse? Alors ça, comme chacun des gens qui sont dans cette salle. Chacun progresse individuellement au contact des autres. Que ça soit par un dialogue, des échanges, des débats, des discussions, que ce soit à travers la lecture d'un livre, d'un essai, que ça soit à travers la télévision, à travers un film de cinéma. Voilà. On progresse tous les jours. Ça, c'est une certitude. J'ai, moi, personnellement, un apport supplémentaire clair, c'est qu'on progresse énormément à travers ces échecs. Moi, j'ai beaucoup plus appris dans mes échecs que dans mes succès. Parce que dans vos succès, vous avez toute une bande, un aéropage de gens qui viennent vous cirer les pompes, vous dites t'es le meilleur, t'es le plus beau, machin, t'as bien gagné ta vie, c'est super. On n'apprend rien du tout avec ça. Rien du tout. En revanche, quand on se plante, et je me suis planté, j'ai vécu une expérience professionnelle, quand j'ai vendu ma boîte de salade en sachet, j'ai créé une chaîne de restaurants. Je me suis planté, complètement planté. Pour des raisons intrinsèques, je ne connaissais pas ce métier. Et d'ailleurs, depuis, j'ai monté un cours qui s'appelle les facteurs clés de succès. Tout le monde connaît les facteurs clés de succès, c'est un grand truc stratégique, mais moi j'appelle ça les facteurs clés de succès et d'échec
dans la création d'entreprise. Et c'est totalement assumé. Et je rebondis sur mes échecs pour montrer et essayer de transmettre. Je suis aussi à l'âge de la transmission. Quand on passe 55 ans, on commence un peu à transmettre aux autres. Tellement j'ai appris de mes échecs. Parce que les échecs font grandir. Les Américains, là aussi, je reviens sur les banquiers américains. Un banquier américain, il vous demande quand est-ce que vous vous êtes planté. Et vous racontez où est-ce que vous êtes planté dans votre... Et il vous dit, OK, tu t'es déjà planté, je vais te prêter. Le banquier français, vous êtes déjà planté, il ne vous prête pas, vous êtes un loser. En Amérique, aux États-Unis, vous êtes un expérimenté. Vous vous êtes planté, vous avez donc fait des bêtises, et bien comme vous êtes malin, vous ne referez pas les mêmes bêtises. Donc il y a déjà un handicap que vous avez cumulé, vous. Hop, on le met de côté, donc je vous prête plus facilement. Le banquier français, lui, prête parce que le mec s'est jamais planté, évidemment, il va se planter un jour. Comment est-ce que j'apprends? Voilà, j'apprends comme ça. Alors c'est vrai que l'APM, cette merveilleuse association que j'ai le plaisir de présider depuis 3 ans, c'est 7500 chefs d'entreprise en France et à l'international. On travaille en club, 20 à 25 membres à chaque fois. On échange sur des problématiques autour de développement personnel du dirigeant, les techniques d'entreprise, de la stratégie en passant par toutes les techniques, le management et puis l'environnement de l'entreprise. 4 grandes thématiques sur chacun des 4 grands thèmes, une centaine d'experts, donc 450 experts référencés pour tout le monde entier qui viennent nous délivrer pendant une journée complète leur science, leur état de l'art et on se challenge entre dirigeants et la problématique est très simple. À l'issue de chacune des rencontres, quelle est l'idée ou quelles sont les 2 idées que j'ai retenues de cette journée que je vais mettre en place dans mon entreprise pour faire progresser mon entreprise. Le progrès de l'entreprise passe par le progrès de son dirigeant. Et à chaque fois, on sort 1 ou 2 bonnes idées qu'on va mettre en place et qu'on va expérimenter. Voilà. Merci, on pourra en savoir plus autrement. Je vous propose de poursuivre ensemble cet échange, ce dialogue, en vous signalant, nous sommes en pleine lumière et dans l'ombre, donc nous sommes éblouis par vous, dont nous voyons peu. Allez-y. Une personne au 3e rang. Ici, voilà, monsieur est prêt. Je vous demande de vous présenter, soit par le nom, soit par votre qualité, ou votre défaut. Jean-François Beau, consultant depuis de très longues années. Ma question s'adresse plus aux philosophes qu'à l'entrepreneur. Vous avez évoqué le fait qu'effectivement, nous gardons toujours une liberté. Si on part de ce principe, comment, lorsque l'on travaille sur la manipulation et la construction de l'opinion publique, je vais vous citer juste une expertise, une expérience qui avait été faite, que vous connaissez certainement, c'est le test de la blouse blanche, où un individu est confronté à un semblant de laboratoire. Il y a quelqu'un à qui on pose des questions, il est sur une fausse chaise électrique et il fait semblant d'avoir de la douleur. Et on s'est aperçu qu'une grande majorité de gens, parce qu'ils sont dans un contexte scientifique, se laissent manipuler. Je vous renvoie aussi au film La Vague, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'où a-t-on cette liberté ? Et là, ça vient se confronter à ce que vous affirmiez, entre guillemets. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus complexe. On a besoin de maîtriser une quantité astronomique d'informations. Et aujourd'hui, quelle est notre liberté d'accès à cette information, entre guillemets, réelle, qui nous permet l'art des choix, n'en déplaise à d'autres départements. Donc, comment, face à ça, pouvoir garder cette forme de liberté ? On connaît aussi l'histoire du two-step flow, c'est-à-dire comment on se fabrique sa cosmologie, son entendement. On sait que c'est à la fois à travers les médias et à travers des personnes qui sont considérées comme plausibles. Cette question, elle est interpellée par la modernité. Et puis, si on se projette dans du long terme, il y a tout ce qui concerne l'aide au diagnostic versus l'intelligence artificielle, où aujourd'hui, on est dans des processus où on va s'entourer de toute une série d'objets, entre guillemets, variés, qui vont nous désapproprier de notre capacité à. Alors on va rester sur les biens dans 2 aspects. Ça renvoie aux dirigeants, au-delà de l'aspect philosophique, parce que demain, en tant que dirigeant, entre guillemets, comment faire ? Alors, manipulation d'une part, et puis complexité, surplus d'informations. Alors, merci pour cette question qui est très riche. Je ne voulais pas dire que nous possédions toujours notre liberté, mais que nous étions responsables de l'état de notre liberté. Toujours. Et ça, pour le coup, je crois que c'est profondément vrai. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la liberté, contrairement à ce que nous dit sa définition moderne, qui consiste à dire que la liberté, c'est d'avoir le choix, la liberté n'est pas une espèce de constat d'évidence qui serait donné par principe. La liberté, au contraire, c'est quelque chose qui se cultive et qui se nourrit.
Et nous sommes responsables d'une certaine manière de la façon dont nous nourrissons notre liberté. Celui qui vous dit, le ministre qui vous dit « je ne suis pas libre de ce que je fais », le dirigeant, le cadre d'entreprise qui vous dit « tu sais, je ne suis pas responsable, je ne suis pas libre, je suis obligé de le faire », en fait, il est libre. Il est juste responsable du fait qu'il a abdiqué sa liberté. Enfin, il a perdu sa liberté, mais s'il l'a perdu, c'est parce qu'il l'a abdiqué, il l'a laissé se perdre. Alors l'expérience que vous décriviez, l'expérience de la blouse blanche, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une expérience vraiment terrifiante. Hein. On propose à des gens de participer à une fausse expérience scientifique, enfin qu'ils croient être vraie, et ils doivent appuyer sur un bouton, et une personne qui est assise sur une chaise électrique simule des décharges électriques qui sont de plus en plus violentes, et comme vous êtes encadré dans un protocole scientifique, on dit si, continue d'appuyer sur le bouton, et les gens, des gens qui participent à ça appuient sur le bouton jusqu'à provoquer des décharges de plus en plus importantes, qui sont fausses, hein, heureusement bien sûr, mais c'est pour voir à quel point justement, à l'intérieur d'un certain contexte, nous sommes conduits à faire des choses que nous ne pensions pas capables de faire. Mais ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est qu'elle a été faite des dizaines de fois, il y a des statistiques très précises, tout le monde n'appuie pas sur le bouton. Il y a un moment où des gens se disent non, j'arrête là, je ne le ferai pas. Et le scientifique qui est censé vous conduire dit si, allez-y, appuyez sur le bouton. Non, je ne le ferai pas. La question c'est, non, il y en a beaucoup, enfin, il y a une proportion non négligeable. Il y a une corrélation entre l'intensité de la décharge que vous êtes censé provoquer et le fait que les gens renoncent. Mais la question qui se pose à nous, c'est quel travail sur nous-mêmes faisons-nous ? Quel effort faisons-nous pour garder une conscience vivante de telle sorte que nous serons capables de dire non le jour où nous serons pris dans ce type de logique, et potentiellement même de logique manipulatrice, pour pouvoir dire voilà, non, je n'y vais pas. Ça pose la question fondamentale effectivement, de la responsabilité personnelle, dans un texte qui est très beau, qui s'appelle « Le métier et la vocation de politique ». Max Weber, qui est un sociologue très important, a consacré une réflexion justement à cette question du choix et de la décision, qui concerne la politique, mais qui concerne bien au-delà chacune de nos vies personnelles. Et il dit au fond, rien n'est plus émouvant qu'un homme qui dit, voilà, un homme ou une femme qui dit, là, j'espérais pouvoir faire mieux, j'espérais pouvoir apporter un bien, mais je vois qu'ici quelque chose de trop essentiel est en jeu auquel je ne peux pas participer, je me retire. Je reconnais d'une certaine manière mon impuissance, parce que c'est aussi ça, forcément. C'est pas évident quand vous êtes dans une entreprise, que vous avez l'impression que le management n'est pas parfait, que vous espérez apporter un progrès, de vous dire, non, en fait, ça n'est pas possible. Il se passe là quelque chose qui est trop problématique, trop éloigné de ce que je crois être bon, de ce que je crois être juste. Je me retire du jeu. Et on pourrait dire que c'est la condition pour que notre monde s'améliore. Vous posez la question, comment est-ce qu'on progresse ? Comment est-ce qu'on progresse collectivement ? Hannah Arendt a dit une chose très importante, deux choses très importantes, elle dit « Le mal ne se fait pas dans le monde par le fait qu'il y a des gens mauvais, mais par le fait de ceux qui les laissent faire. » Et le plus grand facteur qui fait le mal qui se produit dans le monde, ça n'est pas la méchanceté des méchants, mais c'est la complicité des gens qui ne font pas l'effort de prendre assez de distance. Et c'est ce danger-là majeur, en quelque sorte, d'une forme de passivité, de résignation, d'abdication qui est en jeu. Et Hannah Arendt a dit aussi simultanément dans le même texte, c'est son travail sur Eichmann, justement, comment est-ce qu'un homme ordinaire peut devenir un bourreau d'Auschwitz. Eichmann, ou la banalité du mal, après tout, c'est si facile de devenir complice de ce qu'il y a de plus horrible. Hannah Arendt dit la deuxième chose très importante, c'est dans le vide de la pensée que naît le mal. C'est très conscient. Au fond, quand on fait quelque chose de mauvais, on l'a tous vécu dans notre vie, quand on fait quelque chose qu'on sait ne pas être tout à fait bon, on arrête de réfléchir. On suspend sa pensée. Eh bien, je crois que l'activité de la pensée, le travail de la réflexion, c'est ce par quoi nous pouvons être certains de pouvoir garder cette conscience vivante et garder l'entière responsabilité de notre propre liberté. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on progresse ? Justement par le dialogue avec les autres, par l'amitié. Est-ce que vous avez des amis qui sont capables de vous dire « là, tu es en train de te planter » J'ai pas une expérience politique très longue, mais je sais que si je fais de la politique plus tard, rien n'est plus nécessaire que de garder des amis qui soient capables de m'engueuler. C'est indispensable. Et c'est douloureux, c'est difficile pour l'amour-propre. C'est la différence entre les copains et les amis, je pense. Oui, c'est la différence en tous les cas entre ceux qui viennent, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, vous entourer quand tout va bien, et ceux qui sont capables de vous dire, là, tu es en train de faire une erreur. Un jour, j'ai écrit un texte et un ami m'a appelé en me disant, tu racontes n'importe quoi, je comprends pas ce que tu veux dire, etc. Et c'était douloureux, évidemment. Pendant 1 heure, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'avais écrit ça, et je tenais vraiment à ce que j'avais écrit. Et d'ailleurs, à la fin de notre conversation, je pense, vraiment, honnêtement, loyalement, je continuais à penser qu'il était plutôt dans l'erreur, et je continuais à croire à ce que j'avais écrit. Mais je me suis dit,
En fait, c'est déjà une chance incroyable qu'un ami puisse me dire « je crois que tu t'es trompé ». Et j'espère que j'aurai toujours la force de garder des amis qui sont capables de me dire « je crois que tu t'es trompé ». Et beaucoup de responsables politiques se sont plantés parce qu'ils se sont entourés de gens qui les courtisaient et qui ne leur disaient jamais non. Et c'est tellement facile aussi parce que quand vous êtes dans une situation de responsabilité, que vous éprouvez la solitude de celui qui doit prendre la décision, vous éprouvez une telle inquiétude intérieure que vous avez besoin de gens qui vous disent tout le temps « si, tu as raison, tu es trop fort, tu es meilleur que tous les autres ». Et c'est tellement facile finalement de ne plus être entouré que de gens comme cela, alors qu'au contraire, il faut une vraie exigence intérieure pour être capable de s'entourer de gens qui peuvent nous dire non. En tous les cas, je crois que le dialogue, la rencontre, le travail d'information aussi, le fait de continuer à lire, de continuer à s'informer, de ne pas se contenter de ce qu'il y a de plus superficiel. Les manipulations existent bien sûr, mais elles se jouent toujours en surface. Et si nous voulons creuser, il est toujours possible de faire ce travail de l'intelligence, surtout dans une société libre. Et donc voilà, je crois que nous sommes là encore responsables de ce que nous faisons de notre propre liberté. Et de télécharger des codex et autres. Lorsque nous sommes sur Internet, il y a de plus en plus maintenant de sites qui essayent effectivement d'aller à la recherche de la fiabilité des sources. Nous prenons d'autres questions, s'il vous plaît. C'est à vous. Merci. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Martin Brégot, je suis psychologue du travail et formateur à l'occasion, et j'ai eu l'occasion notamment d'intervenir à l'IAE de Lyon. Je voudrais revenir effectivement dans la poursuite de la première intervention qui a été faite sur l'expérience de 1000 grammes, parce que c'est ça le vrai nom de cette expérience, et sur certains chiffres. L'expérience initiale fait 62,5% de gens qui vont jusqu'au bout des 450 volts, sans jamais arrêter le voltage. Quand on passe sur un plateau de télé, on arrive à 81%, soit dit en passant. Expérience qui a été refaite en 2011, ça s'appelle La Zone Extrême. Pour ceux qui veulent le voir, c'est disponible sur YouTube. C'est assez enrichissant et assez flippant. Je voulais vous poser une question en fait très simple. Au regard de tous ces éléments et ces processus cognitifs qu'on appelle en fait des biais de raisonnement, je reviendrai juste sur la notion de Churchill. Churchill, on fait un biais de rétrospection vis-à-vis de lui, c'est-à-dire qu'on réinterprète ses actions et ses décisions au regard des résultats qu'on a su qu'après. Et on interprète du coup Churchill comme un messie, quelqu'un de formidable, un leader né, etc., etc. Maintenant, je vous invite à penser ce qu'on aurait pensé de Churchill si ça avait été un complet échec. Votre question maintenant. Tous ces éléments de biais de raisonnement, il y en existe entre 60 et 80. Est-ce qu'on a réellement la capacité d'être libre? Voilà. Alors moi, je m'adresse d'abord à Christian Barky. Cette capacité d'être libre, vous l'avez éprouvé comment? L'aviez-vous totalement? Non, mais moi je me suis exprimé là-dessus. Je pense que la liberté totale est un leurre. La liberté totale est un leurre. On est soumis à des règles, on est soumis à un environnement. Et on ne devient pas entrepreneur pour être libre. C'est un des aspects qu'on va chercher, mais c'est un leurre. Moi, je connais des salariés qui sont bien plus libres que des entrepreneurs. Parce qu'ils sont libres de quitter leur entreprise quand ils le souhaitent. Ce n'est pas vrai dans les petites villes de campagne où il y a une seule entreprise qui emploie l'essentiel d'un village. On ne peut pas la quitter comme ça. Mais dans une ville comme Lyon, les salariés sont bien plus libres que les entrepreneurs. L'entrepreneur a des devoirs, il est parti dans une voie, il ne peut plus abandonner, il n'a pas la liberté parfois d'abandonner, il n'a pas la liberté de céder son entreprise, il a plein de contraintes. Donc, est-ce qu'on peut, d'un point de vue entrepreneur, être totalement libre? Pour moi, la réponse est non. On va chercher une sorte de liberté. Je vous disais tout à l'heure, mon exemple personnel, c'était l'emploi du temps. C'est principalement ça. Il y a tellement de contraintes à côté, c'est une vraie fausse liberté. Maintenant, encore une fois, si on est aligné sur ce qu'on recherche vraiment, moi j'ai créé mon destin. J'ai travaillé, j'ai fait une école de commerce juste à côté, à Écully. Derrière, j'ai travaillé dans un grand groupe, Procter & Gamble, qui vendait des lessives, des couches-culottes. C'était une école de vente absolument formidable. J'ai appris des techniques commerciales extrêmement fortes. Et puis après, j'ai fait le choix de la PME. Je suis rentré dans une toute petite boîte lyonnaise pour prendre la direction commerciale. On m'a dit, mais t'es complètement fou, Christian. On ne quitte Procter qu'une seule fois. C'est-à-dire, tu es en train de le quitter, tu es en train de te planter pour les bosser dans une PME. C'était un vrai choix parce que je ne supportais plus les contraintes du grand groupe, etc. Donc, ça, c'est des moments de liberté.
Mais c'est tout. Après, on va pas refaire le débat, mais c'est très complexe. Devenir entrepreneur pour être libre, moi je vous décourage de le faire pour cette motivation-là. C'est pas la seule. C'est un bout de la motivation, mais il doit y avoir beaucoup d'autres à côté. Dans ça, Xavier. Effectivement, l'idée de liberté absolue, certainement, n'a pas de sens. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il ne puisse pas y avoir une liberté réelle, quand bien même elle n'est pas absolue. Simplement, ce qui est vrai, c'est que les contraintes qui pèsent sur nous ne sont pas l'obstacle à notre liberté. Encore une fois, je suis enseignant. Le matin, il faut que je me lève pour aller voir mes élèves. Il faut que je corrige mes copies, que je leur rende des copies. Il faut que je prépare des cours. Le programme m'est imposé. Mais ça n'enlève rien au fait que je suis absolument libre. C'est le métier que j'ai voulu faire. Je le fais librement. Et donc, toutes les contraintes qui structurent nos vies, et elles structurent forcément nos vies, ne retirent absolument rien à ma liberté. Et de la même manière, les règlements, les lois, l'autorité de l'État ne retire rien à ma liberté. D'une certaine manière, d'ailleurs, l'autorité de l'État protège ma liberté. Et si on vivait dans un État qui devenait aliénant, imaginons que, par exemple, un nouveau gouvernement décide que maintenant tous les enseignants devront faire la propagande de l'action publique et du chef de l'État, eh bien, je pourrais dire non. La question qui se pose à nous, c'est comment cultiver cette liberté qui ne sera jamais absolue, cette véritable liberté qui nous permettra de dire non. Et ce qui est très intéressant dans l'expérience de Milgram, justement, c'est que, effectivement, c'est terrifiant. Ça doit nous alerter parce que nous sommes tous susceptibles, nous aussi, de nous laisser faire par la folie collective, par la pression extérieure, de nous laisser faire par au fond, le fait qu'on attend quelque chose de nous, et c'est ça que montre le fait que sur un plateau de télévision, les gens sont encore plus enclins à faire ce qu'on attend d'eux. Le regard social, pour le coup, est un danger pour notre liberté intérieure. Mais il n'en reste pas moins que, quand bien même vous avez 62% des gens qui vont jusqu'au bout, il y en a, ça veut dire donc 38% qui ne vont pas jusqu'au bout. Et la question qui se pose donc, c'est comment faire pour faire partie de ces 38% ? Et est-ce que je suis aujourd'hui capable de dire non, voilà, telle évolution ne me paraît pas bonne, telle décision ne me paraît pas juste, et je suis capable de cultiver ma pensée, de cultiver mon discernement pour pouvoir dire ce que je pense ne pas devoir être fait, au contraire ce que je pense être bon. Et on pourrait facilement se dire la liberté n'existe pas si dans l'expérience de Milgram vous aviez 100% des gens qui toujours faisaient ce qui est attendu d'eux, mais ça n'est pas le cas. Donc nous ne sommes pas déterminés, nous sommes capables de discerner. Et nous sommes responsables d'une certaine manière de ce oui ou de ce non que nous allons donner. Alors parfois la liberté consiste à dire oui, heureusement, la liberté n'est pas toujours la liberté de dire non, mais parfois c'est vrai, la liberté suppose de s'affranchir d'une forme de pression sociale. Et c'est là peut-être ce qui distingue la statistique de la philosophie. Au fond, la question qui se pose à la philosophie, enfin du point de vue de la philosophie, et notamment du point de vue de la philosophie morale, n'est pas la question de savoir si ça va marcher ou pas à la fin. Churchill, quand bien même la Grande-Bretagne aurait perdu la guerre, Churchill avait raison. Il avait raison de dire depuis 1933 que le nazisme était une idéologie avec laquelle on ne pouvait pas pactiser. Et d'ailleurs, il avait même raison du point de vue opérationnel, parce que si on avait écouté Churchill plus tôt, on n'aurait pas laissé l'Allemagne, devenue prisonnière du nazisme, se transformer en une menace épouvantable pour la liberté de l'Europe et pour la dignité humaine. Si Churchill avait été écouté, le problème aurait été pris bien plus tôt. Mais Churchill avait évidemment raison. Et ça n'est pas une réinterprétation a posteriori. La réinterprétation a posteriori, c'est que nous savons que la chose a réussi, c'est-à-dire que le projet de Churchill de gagner cette guerre s'est réalisé sous la forme d'une victoire. Mais quelle qu'ait été l'issue de son choix était juste. Et il était juste parce que ça n'est pas une question de succès ou d'échec, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, Weber dit, voilà, il y a quelque chose d'émouvant dans le fait qu'un homme se dise, ou qu'une femme se dise, là je ne peux pas participer, je vais me retirer, je vais dire non. Et même si même si je suis pour cela obligé d'affronter le naufrage de tous mes espoirs, dit Weber. Dire, même si ça doit me conduire à l'échec, eh bien, au moins je n'aurais pas été complice. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce qui fait qu'à la fin, l'expérience de Milgram pourrait se terminer mieux si nous étions tous simultanément capables de refuser d'être complices. Peut-être le mal n'atteindrait pas une aussi grande échelle. C'est ce qui fait le mystère de cet entraînement vers le mal, qui pourrait aussi être un entraînement vers le bien si nous avions le souci de cette liberté intérieure que nous devrions cultiver. On poursuit. Madame au premier rang. Ah, le micro était déjà en main. Oui, j'avais une vous question. Êtes deux. Oui. Une question rapide. Donc Didier Chamanaz, je suis auditeur. Les grandes valeurs qui sont demandées à des cadres ou à des salariés dans les entreprises, ce sont l'adaptabilité, être acteur du changement et être agile. Et dans votre exposé, j'ai l'impression que finalement, la motivation de l'entrepreneur,
c'est à un moment résister au changement et créer sa propre affaire. Vous voyez, c'est une sorte de résistance à l'adaptabilité. Quand vous disiez, à un moment, je me suis senti plus aligné avec la stratégie. Et finalement, à ce moment-là, vous n'étiez plus adaptable, entre guillemets, et vous avez créé votre propre affaire. Et bon, c'est une réflexion que je me faisais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est comme ça que vous avez ressenti cette transformation? Je dirais presque le contraire, c'est-à-dire qu'au contraire, dans cette rigidité de l'entreprise que je ne supportais plus, mon agilité n'était plus assez adaptée. On me demandait d'être toujours raide et dur, alors que j'avais envie d'être agile, souple, j'avais envie de faire bouger les choses. Je vais rebondir sur un sujet que vous avez dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'entreprise libérée. Bon, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est quoi le principe de l'entreprise libérée? C'est qu'au lieu d'avoir une organisation très pyramidale, le N, le N-1, N-2, N-3, N-4, on considère par exemple dans un service qu'il n'y aura pas de chef. Il y aura juste un coordinateur ou un animateur qui, dans ce service de 10 personnes, veut bien être, par exemple, dans une usine de salade en sachet. Vous avez des pareuses, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui coupent, c'est souvent des femmes, c'est pour ça que je dis pareuse, qui coupent de la salade, et puis vous avez une chef d'équipe, qui est la plus expérimentée, la plus savante, la plus experte, etc. Très bien. On pourrait aussi imaginer que parmi ces 10 personnes sur une ligne, il y en ait une qui soit la coordinatrice, à tour de rôle, choisie par ses pairs. C'est ça l'entreprise libérée. C'est-à-dire on enlève les carcans de la hiérarchie pour donner aux gens l'opportunité de s'exprimer et de montrer leurs compétences. Moi, très souvent, je réunis l'ensemble du personnel, surtout chez Floret, j'avais 6 usines avec en moyenne 300 personnes par usine. Je réunissais tout le temps l'ensemble du personnel, du directeur d'usine, les N jusqu'au N-5 ou 6 dans une usine agroalimentaire, c'est à peu près le nombre de hiérarchies qu'il y a. Et à chaque fois, je disais aux salariés tout en bas de l'échelle, arrêtez d'écouter les conneries que vos chefs ici présents vous racontent. Quand ils vous disent voilà ce qu'il faut faire, c'est vous qui êtes les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire parce que vous faites le job tous les jours. Si on vous dit de fonctionner comme ça alors que vous, la bonne position, c'est celle-là, expliquez-leur que c'est vous qui avez raison et vous, chef, arrêtez d'être couillon, de faire péter votre hiérarchie, votre autorité de galon. Écoutez, la base a raison. Et quand vous, en tant que chef, vous justifiez les décisions qui sont prises dans vos équipes à vos supérieurs hiérarchiques, c'est vous qui avez raison et c'est eux qui ont tort s'ils s'obstinent. Tout ça, ça milite pour l'entreprise libérée, pour casser un peu les carcans et ça milite pour l'agilité. Donc, à un moment, quand on voit qu'on est dans une organisation qui vous envoie un truc que je déteste par-dessus tout, par exemple les fonctions matricielles. Vous savez, par exemple, moi j'étais patron de Floret France, il y avait Floret Allemagne, Floret Espagne, Floret Angleterre, etc. Le patron au-dessus, il a organisé des directions européennes. C'est-à-dire que mon directeur marketing, le directeur marketing de la France, j'étais son patron en tant que directeur général, et puis on a pondu un directeur marketing Europe, qui était là pour animer les directeurs marketing européens. Vous savez, ce genre de postes, pour moi, qui sont des bullshit, des fonctions complètement inutiles, source de stress, incompréhension totale, coûte. C'est des gens qui en plus ne bossent jamais seuls, il faut toujours une ou deux assistantes. Ça coûte une fortune, ça n'apporte rien. Quand vous expliquez ça à votre patron une fois, deux fois, la troisième fois, vous partez. Vous lui dites, moi, mon directeur marketing, entre le directeur marketing Europe, qui lui demande de venir à des réunions uniquement pour qu'il justifie sa fonction de directeur marketing Europe, et moi qui lui donne des ordres, ou en tout cas des ordres à ma façon à moi, c'est-à-dire en harmonie, en discussion, qu'est-ce qu'il faut faire, le mec, il est pris entre deux feux, moi, je ne supportais plus ça. Donc c'est là, être aligné et devoir partir. C'est au contraire, c'est que mon agilité n'était pas reconnue dans cette rigidité. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu le contre-pied de votre propos, mais je crois qu'on s'est compris. On reviendra peut-être une fois, ce serait un thème de réflexion sur cette notion du changement, parce que je pense que l'humanité existe dans sa capacité à s'adapter au changement, mais aussi à résister dans certains cas à des changements qu'elle sent néfastes. Je crois qu'il y a un balancement les deux, quoi. S'opposer au changement, c'est pas être un bœuf immobile et un poids lourd. Je pense que là aussi, sur le changement, on aurait quelques réflexions intéressantes. Le micro est à vous. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Ah, quelqu'un d'autre déjà ? Allez-y, oui, je vous vois maintenant. Oui, bonjour, Gilles Dugardin, conseiller à temps partiel. C'était par rapport à l'histoire de la personne qui est seule contre tous et qui pense avoir raison.
Est-ce que pas plutôt parce qu'il a raison, mais pas au bon moment? Ah, la chronologie, la variable du temps. Ah, effectivement, ça pose la question de la temporalité de la décision. On se dit souvent qu'une bonne décision, c'est une décision qui est intrinsèquement bonne. Mais la philosophie grecque, les Grecs avaient un sens très aigu de cette question du temps. Une bonne décision, c'est aussi une décision qui arrive au bon moment. Il y a des décisions qui peuvent être mauvaises simplement parce qu'elles arrivent trop tôt ou parce qu'elles arrivent trop tard. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que la vérité change. Je veux dire par là que ce qui évolue, ce n'est pas la vérité de la qualité de la décision. Ce qui évolue, c'est tout simplement les circonstances. Et les circonstances, elles sont faites justement de temporalité. J'imagine que dans le monde de l'entreprise, c'est particulièrement vrai. Si vous lancez un produit trop tôt, il peut, d'une certaine manière, arriver sur un marché qui n'est pas encore mûr. Si vous lancez un produit trop tard, vous avez déjà été devancé par la concurrence. C'est pas que le produit est mauvais, mais c'est qu'il arrive trop tard ou qu'il arrive trop tôt. Et donc, il y a au fond une question fondamentale qui est celle du moment opportun. Pour les Grecs, la grande qualité politique, c'était la qualité de l'action au moment opportun. Le fait de saisir ce que les Grecs appellent le kairos, le moment opportun. Et ils représentent le kairos comme une espèce de petit ange, vous voyez, un être divin qui vole dans les airs et qui a les cheveux longs. Et il faut l'attraper par les cheveux au moment où il passe. Si vous le ratez, c'est trop tard. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'au fond, ce que peut-être notre rationalisme a un peu oublié, la dimension du temps est fondamentale, bien sûr, pour penser la bonne décision. Et ceci, évidemment, est commun, j'imagine, au monde de l'entreprise, au monde de l'action politique. C'est le cas, évidemment, aussi sur le terrain politique. Oui. Une bonne décision, c'est une décision qui arrive au bon moment. C'est tout le débat sur la réussite d'Emmanuel Macron et quand on parle de l'alignement des planètes. Ouais, il est arrivé président de la République au bon moment, au moment où une conjonction. C'est une conjonction de moments opportuns d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, tout compris. Enfin, voilà, elle est difficile la question. Bien sûr que on peut avoir raison ou tort. Moi, j'ai un exemple personnel dans ma création d'entreprise dans la restauration. Donc, j'ai créé des restaurants et j'ai racheté une cuisine centrale pour que la qualité des plats servis dans les restaurants soit la même partout, puisque j'avais plusieurs restaurants avec une enseigne. Et j'ai racheté une cuisine centrale, c'est-à-dire un traiteur événementiel. Et ce traiteur événementiel était censé, en complément de son activité de traiteur, c'est-à-dire des mariages, de l'événementiel, des cocktails pour des assemblées générales, des choses comme ça, je lui ai créé 2 nouveaux métiers, des plateaux repas d'une part, et la fourniture de mes restaurants, et voire d'autres restaurants. Eh bien, j'ai racheté ce traiteur événementiel en septembre 2008, juste avant Lehman Brothers. Octobre 2008. Et derrière, tout a planté, l'environnement a planté, et le traiteur événementiel est très lié, d'un point de vue activité, à ce qui se passe. Et quand, par exemple, ce traiteur faisait les vœux du conseil régional, à l'époque Kéran, chaque année, c'était 2000 invités à 40 € par personne, soit un chiffre d'affaires extrêmement important pour le traiteur. Eh bien, l'année suivante, les consignes de l'État disaient, enfin les consignes, et puis politiquement, il fallait faire attention, mais il n'y aura plus que 1200 personnes au lieu de 2000 invités. Et ça sera plus 40 €, ça sera plutôt 25 €. Ça sera plus champagne et foie gras, ça sera badois et pâté. Quand vous êtes fournisseur de cet événement-là et que votre chiffre d'affaires passe de 100 à 25, tout se casse la gueule. Et là, vous pouvez avoir le meilleur des talents, vous n'étiez pas au bon moment. Tout à l'heure, je vous ai dit que je m'étais planté par incompétence, ce n'était pas du tout le facteur clé d'échec le plus important. Il n'empêche que, voilà, on peut avoir tort ou raison à un moment ou à un autre. Ça revient à la chance peut-être, parfois. Et j'ai tiré de cette expérience que cette malchance qui était arrivée à ce moment-là, je l'ai transformée en chance. Ça m'a conduit à accélérer plus vite le changement et de me débarrasser de cette entreprise. Donc j'ai fait d'un mauvais choix, de mauvaises opportunités. J'en ai fait un avantage, j'ai dégagé ça le plus rapidement possible parce que j'ai senti que ça n'était pas ma chance. Définition de la crise chinoise, pratiquement. C'est à vous, ça sera notre dernière question, vu l'heure. Estelle Dufresne, consultante. Alors une question, je reviens sur la solitude. À quel moment pour vous il est intéressant d'être seul quand on est entrepreneur? Je vais déjà vous sortir, je vais faire mon philosophe à 2 balles, excusez-moi là. J'ai trouvé une formule qui est rigolote. La vraie liberté, c'est quand personne ne vous attend. La vraie solitude, c'est quand vous attendez et vous êtes prêt à attendre n'importe qui. Je la trouve vachement intéressante, celle-là, comme formule. La vraie solitude du dirigeant, je ne l'ai jamais vécue, moi.
Je ne l'ai jamais vécu parce que j'ai tout partagé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je m'en fais vraiment une règle de conduite permanente. À côté de ça, il faut beaucoup d'humilité. Churchill, tout à l'heure, on a oublié que c'est un homme qui était plein d'humour. Et quand on a de l'humour et qu'on commence au niveau humoristique à se moquer de soi, et Churchill se moquait vraiment de lui-même, vous êtes d'accord? C'est une preuve d'humilité. Et derrière cette humilité-là, il y a pour moi beaucoup de qualités que beaucoup d'hommes politiques pourraient, à mon avis, développer. Ils en sont très très loin. Ils en sont très très loin. Donc voilà, moi la solitude, je ne l'ai pas vraiment vécue. Parce que je ne supporte pas la solitude. Moi, je connais des dirigeants, tout à l'heure, vous me posiez la question, il y a des méditants qui vont s'enfermer dans des séminaires avec des moines. Ganagobi. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Moi, rester plus d'une demi-journée tout seul, c'est extrêmement difficile. Donc la solitude, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Donc je suis un très mauvais exemple. Merci immensément à François-Xavier Bellamy, à Christian Barquille de ce moment, et puis à vous de votre écoute.